Merci beaucoup. Donc, merci de me donner l'opportunité de vous présenter le fruit de mes recherches. Donc, je dois vous dire que c'est toujours un travail qui est en train de se faire. Donc, vos commentaires sont plus que les bienvenus. Je dois dire, donc, le texte que je vais vous présenter aujourd'hui a pour point de départ la conscience d'une certaine tension qui existe entre deux opinions qui, selon moi, sont assez largement répandues et qui pourtant sont contradictoires. Alors d'une part, première opinion, première observation, c'est que la grande majorité des gens s'accordent aujourd'hui pour dire que des actes de dépossession forcée de territoire sont des actes injustes. Et dans la mesure où ces actes sont considérés comme étant injustes, la plupart des gens semblent aussi s'accorder pour dire qu'ils appellent à une réparation et peut-être le plus intuitivement qu'ils demandent la restitution du territoire à ceux auxquels il a injustement été pris. Alors cette idée, cette opinion sous-tend différentes autres opinions, par exemple notre rejet d'un droit de conquête, entendu comme le droit du vainqueur d'une guerre à la souveraineté sur le territoire et les habitants de celui qui a été conquis. Droit de conquête qui était pourtant au cœur du système westphalien et qui n'a véritablement cédé sa place à la norme de l'intégrité territoriale qu'après la Première Guerre mondiale. Donc le droit de conquête est un droit qui a été quand même reconnu pendant très longtemps. Alors l'idée qu'un acte de dépossession forcée de territoire est injuste, cette idée sous-tend aussi notre approbation du processus de décolonisation qui a pris place en Amérique latine et en Afrique, et corrélativement notre approbation de la reconnaissance d'indépendance aux territoires coloniaux. Cette idée sous-tend aussi notre condamnation d'événements tels que la tentative d'annexion du Koweït par l'Irak en 1991, l'annexion des Pays-Baltes par l'Union soviétique en 1940 ou l'invasion du Timor oriental par l'Indonésie en 1975. En même temps, pourtant, peu de gens contestent la légitimité de la plupart des États existants, alors qu'il est bien connu que ces États, avec les attributs territoriaux qui leur sont propres, sont le fruit d'une longue histoire de conquêtes, d'annexions forcées, etc., et donc d'injustice. On tend généralement à leur reconnaître le droit moral de gouverner leur territoire, et ce faisant, on semble nier que la prise injuste de territoire génère toujours un devoir de réparation. Alors cette tension entre, d'une part, la reconnaissance qu'une dépossession forcée de territoire est un acte d'injustice et devrait être réparé, et d'autre part, la tendance qu'on a à reconnaître la légitimité de la plupart des États existants, quand bien même il serait le fruit d'injustices passées. Donc cette tension pose des questions liées à la survie des droits territoriaux qui ont été violés dans le passé. Comment est-ce qu'on peut à la fois soutenir qu'un agent ne peut être dépossédé de son territoire par la force et en même temps dire que l'auteur d'un acte de dépossession forcée de territoire peut acquérir le droit moral de gouverner ce territoire? Est-ce qu'il est possible de perdre un droit territorial? Alors dans cette présentation, je vais chercher à mettre en relief le caractère toujours provisoire des droits territoriaux. À cet effet, je vais largement m'inspirer de la pensée politique d'Emmanuel Kant. Donc vous allez voir tout au long de la présentation, j'invoquerai la pensée politique d'Emmanuel Kant à diverses étapes du développement des arguments. Je procéderai en deux étapes. Dans un premier temps, je me pencherai sur l'impératif de non-agression et sur les droits des États à l'indépendance politique et à l'intégrité territoriale, et ce, dans un souci d'ensuite cerner le type d'injustice commise par des actes de dépossession territoriale. Et dans un deuxième temps, j'examinerai trois arguments qui peuvent être et qui ont été invoqués en faveur du statu quo ou à l'encontre d'un devoir de restituer un territoire qui a injustement été pris dans le passé. Alors, le premier de ces arguments est en termes de prescription, d'écoulement de temps durant lequel un droit n'est pas exercé et durant lequel persiste une possession qui a débuté de façon injuste. Le second argument est en termes d'impact de changement de circonstances sur un accès équitable aux ressources naturelles. Et le troisième argument est en termes de priorité de la force sur le droit et sur la justice. Alors la première étape, donc, je vais maintenant, dans un premier temps, me concentrer sur l'idée qu'une dépossession forcée de territoire est une injustice et essayer de cerner quel type d'injustice, justement, se trouve derrière une dépossession forcée de territoire.
Alors bien qu'il y ait énormément de désaccords en éthique de relations internationales sur exactement quel type de devoirs les acteurs internationaux ont les uns envers les autres, il existe un certain consensus sur l'idée que les États ont un devoir de non-agression et qu'ils possèdent un droit à l'indépendance politique et à l'intégrité territoriale. Donc il est communément admis qu'un État n'a pas le droit de déployer ses forces armées dans le territoire et ou contre le gouvernement ou le peuple d'un autre État. Et corrélativement, chaque État est considéré comme ayant un droit à l'indépendance politique et un droit à l'intégrité territoriale. Donc l'indépendance politique, entendue comme son droit d'opérer ses propres choix quant à la façon d'organiser la vie en commun sur son territoire, et de ne pas être contraint par la menace ou par la force de faire ce que d'autres voudraient que l'État fasse. D'autre part, l'intégrité territoriale qui demande de préserver les frontières internationales et qui rend illégitime l'usage de la force pour les modifier. Donc les modifications territoriales, selon ce principe, ne sont admises que par des moyens pacifiques. Alors cela ne veut pas dire qu'un déploiement de forces armées sur un territoire étranger ne peut jamais être justifié. Il le peut, mais sa justification sera souvent basée sur l'impératif de non-agression qu'il va chercher justement à faire respecter. Il cherchera le plus souvent à répondre à la commission de crimes d'agression et donc à défendre les droits des États à l'indépendance politique et à l'intégrité territoriale. Alors quand on examine le fondement de cet impératif de non-agression et des droits des États à l'indépendance politique et à l'intégrité territoriale, on trouve souvent une analogie entre un État et un individu. Pour commencer avec le droit à l'indépendance politique, comme un individu, un État est souvent considéré comme étant une grande personne morale qui, à l'instar d'un être humain, est doté de liberté et de ce fait de devoirs et de droits moraux. Comme l'exprime Kant, annexer un État comme une greffe faite sur un autre État signifie supprimer son existence comme celle d'une personne morale et en faire une chose, ce qui contredit par conséquent l'idée d'un contrat originel sans laquelle aucun droit sur un peuple n'est pensable. Pour Kant, dire que l'État est une personne morale, c'est dire qu'il n'est pas seulement soumis aux lois de la nature, donc il n'est pas seulement l'objet de forces naturelles, mais qu'il est aussi soumis aux lois de la liberté et que ses actions peuvent de ce fait lui être imputées. Il est libre en ce qu'il a la capacité de se donner et de poursuivre ses propres fins. Donc il a une capacité d'autodétermination. Et dans la mesure où il est libre, l'État a aussi certains devoirs et droits moraux. Par ailleurs, on pense aussi souvent que l'État tire sa personnalité morale de celle de ses membres individuels. L'État est libre car ses membres individuels sont libres et l'État doit être respecté dans sa liberté parce que cela contribue à protéger la liberté de ses membres individuels. Alors cette affirmation peut être interprétée de différentes façons, de façon plus étroite et de façon plus large. Une interprétation étroite serait de dire qu'un État ne doit être respecté dans sa liberté que s'il respecte la liberté de ses membres individuels. Un État perd ses droits s'il ne respecte pas les droits fondamentaux de ses membres individuels. En conséquence de cette interprétation étroite, un État n'aurait pas le droit à l'indépendance politique et pourrait faire l'objet d'ingérences s'il n'est pas minimalement juste. On peut aussi avoir une interprétation plus large, et je pense que c'est celle qu'on retrouve chez Kant. Une interprétation plus large qui consiste à dire que si un État doit être respecté dans sa liberté, c'est parce qu'il édicte et fait respecter des lois publiques et coercitives, et que ce faisant, il représente la volonté unifiée de son peuple, et que cette volonté unifiée est nécessaire à la protection des droits individuels de ses membres. En conséquence de cette interprétation plus large, tous les États, dans la mesure où ils établissent un État de droit, ont droit à l'indépendance politique, et ce, même s'ils ne respectent pas la liberté de leurs membres comme il se doit, c'est-à-dire même s'ils sont injustes ou despotiques plutôt que républicains. Alors comme Kant en tire la conclusion lorsqu'il parle d'ingérence,
Les injustices dans cette interprétation large, les injustices domestiques qui ne portent pas préjudice aux agents extérieurs doivent être considérées comme étant des maux internes. Une ingérence par la force n'est autorisée que quand l'État a sombré dans l'anarchie. À partir de ce moment, on ne peut plus parler d'État et donc plus d'ingérence dans la Constitution et le gouvernement d'un autre État, puisqu'il n'y a plus d'État. Alors quand on passe à l'autre droit fondamental des États, le droit à l'intégrité territoriale, on remarque que ce droit est lui aussi souvent défendu sur base d'une analogie entre un État et un individu. L'idée est qu'un individu naît avec le droit d'occuper un espace avec son corps et d'utiliser ses capacités corporelles pour poursuivre les fins qu'il s'est lui-même données, et ce, tant qu'il n'empiète pas sur le droit des autres de faire la même chose. Ceux qui portent atteinte à son intégrité physique, qui par exemple lui infligent des coups, des blessures, qui le torturent, qui le séquestrent, le violent, etc., portent aussi atteinte à sa liberté et le rendent dépendant de l'arbitre d'un autre, comme s'il était un objet. De façon similaire, on pourrait dire qu'un État a un droit naturel d'occuper un espace géographique et d'utiliser les ressources naturelles qui s'y trouvent afin de poursuivre les fins qu'il s'est données, et notamment afin de protéger la liberté de ses membres individuels. Ceux qui portent atteinte à son intégrité territoriale portent aussi atteinte à son indépendance politique. Le droit à l'intégrité territoriale d'un État ne serait en fait que la facette physique de son droit à l'indépendance politique. Je pense cependant que cette analogie entre le corps d'un individu et le territoire d'un État est imparfaite. Certes, il est vrai que l'État moderne est par définition un État territorial, tout comme une personne est toujours nécessairement en possession d'un corps, de la même façon, l'État est toujours nécessairement en possession d'un territoire. Il n'y a pas d'État sans territoire. Cependant, je pense, on peut douter que l'État soit naturellement en possession d'un territoire bien défini, ou qu'il n'acquiert pas son territoire de la même façon qu'un homme acquiert un objet qui est extérieur à son corps, c'est-à-dire comme une propriété. Comme Jean-Jacques Rousseau l'a déjà souligné, contrairement à l'homme, l'État étant un corps artificiel n'a nulle mesure déterminée. La grandeur qui lui est propre est indéfinie. Il peut toujours l'augmenter. L'inégalité des hommes a des bornes posées par les mains de la nature, mais celle des sociétés peut croître incessamment jusqu'à ce qu'une seule absorbe toutes les autres. Plus généralement, un État est avant tout une société d'hommes qui revendique le contrôle exclusif et permanent d'un espace géographique bien déterminé, qui dépasse et est donc extérieur au corps de ses membres individuels. Et comme tout objet extérieur, l'acquisition légitime d'un territoire doit répondre à certains critères concernant, d'une part, la façon dont elle procède et d'autre part, son impact sur les intérêts fondamentaux de ceux qui s'en trouvent exclus. Certes, en identifiant le rapport d'un État à son territoire à un rapport de propriété, cette lecture ne rend pas compte du fait que le droit qu'exerce l'État sur son territoire n'est pas identique au droit que possède un homme sur une chose. Les droits territoriaux sont des métadroits, des droits de juridiction et de contrôle de ressources naturelles et de contrôle des frontières. Ce sont des métadroits qui vont eux-mêmes déterminer quel régime de propriété sera en vigueur sur un territoire donné. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'une société d'hommes ne naît pas avec un territoire comme un homme naît avec un corps, mais qu'elle doit l'acquérir et que l'exclusion de ceux qui pouvaient auparavant en disposer librement appelle une justification. Ainsi, si une dépossession forcée de territoire est injuste, ce n'est pas seulement car elle porte atteinte au droit d'un groupe à l'indépendance ou à l'autodétermination politique, mais aussi parce qu'elle porte atteinte aux possessions extérieures qu'il a acquises. Et dans cette mesure, elle semble générer un devoir de restituer ce territoire à son possesseur initial, au même titre qu'un voleur a le devoir de restituer l'objet de son vol à son propriétaire. À la base de nombre de revendications territoriales actuelles, on ne retrouve pas seulement l'idée que les peuples auront le droit de disposer d'eux-mêmes, mais aussi l'idée qu'un territoire appartenait à un peuple et lui a injustement été pris. Toutefois, deux observations viennent problématiser cet impératif de restitution.
D'une part, l'histoire démontre que la grande majorité des États résulte d'une histoire faite de dépossession forcée de territoire et donc d'injustice. D'autre part, nous ne tendons pas à penser que la distribution actuelle de territoire devrait être modifiée afin de rendre à chacun son dû. Au contraire, on tend à favoriser le statu quo et à traiter les États existants comme étant des États légitimes. Qu'est-ce que cela signifie? Peut-il être juste de ne pas réparer des injustices passées? Dans ce contexte, différents arguments ont été invoqués. Certains vont remettre en question le caractère injuste de certaines dépossessions forcées de territoire. Certains vont dire, par exemple, que l'acquisition de territoire par la conquête n'a été explicitement prohibée qu'après la Première Guerre mondiale et que les dépossessions forcées de territoire antérieures doivent être jugées selon le droit en vigueur au moment où elles ont eu lieu et qu'elles ne sont donc pas injustes. D'autres pourraient dire que les nations européennes n'ont pas vraiment eu le choix de faire ce qu'elles ont fait. Elles étaient poussées par des nécessités d'ordre économique, voire de sécurité nationale. Et les dépossessions forcées de territoire auxquelles elles se sont adonnées, même si on admet qu'elles constituaient une atteinte aux droits territoriaux des peuples autochtones, n'étaient pas injustes, car elles étaient justifiées en termes de droit d'autoconservation nationale ou de droit de nécessité. Je ne vais pas m'arrêter à ces deux arguments qui remettent carrément en question le caractère injuste de certaines dépossessions forcées de territoire. Je vais plutôt me concentrer sur d'autres types d'arguments qui cherchent plutôt à mettre en relief le caractère provisoire des droits territoriaux, en montrant que les revendications territoriales des possesseurs initiaux peuvent, avec le temps, s'affaiblir et que de nouveaux droits territoriaux peuvent apparaître et leur faire concurrence. Alors, le premier argument de ce type, donc, qui cherche à mettre l'accent sur le caractère provisoire des droits territoriaux, est un argument en termes de prescription, donc en termes d'écoulement de temps pendant lequel un droit n'a pas été exercé et pendant lequel persiste une possession qui a débuté de façon injuste. Alors cet argument renvoie au lien particulier qui existe entre un agent et un espace géographique donné et qui forme le fondement, la base d'un droit territorial. L'idée sous-jacente est la suivante. Si un agent acquiert un droit à un espace géographique donné, c'est parce qu'il a développé une relation spéciale, une relation matérielle ou une relation symbolique ou affective bien particulière avec cet espace géographique. Par exemple, parce que l'agent a travaillé la terre ou parce que la terre est devenue un élément essentiel de ses projets de vie et donc de son identité. Or, poursuit cet argument, une justification relationnelle de ce type est vulnérable à la prescription. Avec le temps, l'espace géographique en question peut devenir un élément essentiel de l'identité d'un autre agent, par exemple de l'identité des descendants des colons. Et cela peut avoir des effets incitatifs pervers et conduire un groupe à persister dans sa violation des droits territoriaux, c'est-à-dire dans sa possession physique de la terre d'un autre groupe, afin justement de consolider son lien avec le territoire injustement occupé et d'affaiblir les revendications territoriales de ses possesseurs initiaux. Même si on soutient que dans le cas d'un peuple dépossédé, le territoire conserve souvent une importance religieuse et culturelle et reste un élément essentiel de l'identité de ses membres, il n'en demeure pas moins que les revendications de ce peuple auront maintenant à composer avec celles de nouveaux occupants et que le lien avec le territoire en question sera peut-être même devenu moins étroit, notamment si le peuple dépossédé a été déplacé de force et n'est plus en possession physique du territoire en question. Dans ce cas de figure, s'il n'y a plus de devoir de restitution de territoire, c'est parce que la relation entre un agent et un espace géographique donné a changé. Chercher à réparer les préjudices causés dans le passé au peuple autochtone peut perturber les projets de vie ou les attentes légitimes plus récents des nouveaux occupants. On peut cependant se demander, et cette objection est suggérée par Kant, si le développement d'une relation matérielle, symbolique ou affective spéciale peut véritablement générer des droits à une parcelle de terre qui n'est pas déjà reconnue comme étant nôtre sur une base indépendante. Donc je cite ici Kant, « Celui qui a prodigué ses soins à un sol qui auparavant n'était pas le sien a perdu sa peine et son travail vis-à-vis du premier possesseur. »
Kant associe cette justification relationnelle des droits à une parcelle de terre à une mauvaise conception des droits de propriété comme étant des relations entre un individu et une chose. Comme si quelqu'un, par le travail qu'il y applique, pouvait obliger les choses à n'être qu'au service de nul autre que lui, à concevoir immédiatement un droit envers elle. Il insiste au contraire sur l'idée que mon droit de propriété n'est pas une relation entre moi et une chose, mais est une relation entre personnes où toutes les autres personnes acceptent de s'abstenir d'utiliser un objet extérieur que j'ai été le premier à prendre en ma possession et que je déclare vouloir être mien. Je passe maintenant au second argument qui est en termes de l'impact d'un changement de circonstances sur un accès équitable aux ressources naturelles. Cet argument renvoie aux clauses qui accompagnent l'acquisition légitime d'un espace géographique donné. L'idée sous-jacente est la suivante. Le fait pour un agent de développer une relation spéciale avec une parcelle de terre ou d'être son premier possesseur ne génère de droit d'exclure les autres de cette parcelle que si cela ne porte pas atteinte à leurs intérêts fondamentaux. Or, l'argument se poursuit, un changement de circonstance peut conduire à une situation où cette clause n'est plus satisfaite. Un accroissement massif de la population mondiale ou une raréfaction des ressources naturelles peut avoir pour conséquence que certains n'aient plus accès aux ressources nécessaires à leur survie, et donc peut avoir pour conséquence que l'occupation exclusive d'un territoire jadis légitime devient illégitime, et vice-versa, que l'occupation exclusive d'un territoire jadis illégitime devient légitime. Concernant ce dernier cas, donc d'une occupation exclusive de territoire qui était illégitime dans le passé, mais qui, par les circonstances, pourrait être devenue légitime, Jeremy Waldron nous dit qu'une injustice passée peut être supplantée par les circonstances. Et il prend justement, pour exemple, les injustices commises dans le passé par les colons blancs aux peuples autochtones d'Amérique du Nord et d'Australasie. Selon lui, étant donné les changements de circonstances qui ont marqué ces derniers siècles, et il fait référence à l'accroissement massif de la population mondiale et au fait que les occupants actuels de ces territoires n'auraient pas d'endroit où aller, les possesseurs initiaux pourraient être obligés de partager leurs terres avec d'autres, et donc l'occupation continue de leurs terres par les descendants des colons blancs pourrait être devenue légitime, quand bien même elle aurait débuté de façon illégitime. Dans ce cas de figure, donc selon cet argument, s'il n'y a plus de devoir de restitution, c'est parce qu'une restitution, et donc l'exclusion des occupants actuels, porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de ces derniers en leur niant un accès équitable aux ressources naturelles. Alors, il convient de noter que l'adoption d'une clause de ce type implique qu'un droit territorial est toujours provisoire, puisque sa légitimité sera toujours fonction des circonstances. Kant lui aussi insiste sur le caractère provisoire des possessions extérieures, dont les possessions territoriales. Il note que l'acquisition originelle d'une parcelle de terre ne peut être qu'unilatérale et qu'en tant que telle, elle ne peut imposer aux autres une obligation qu'ils n'auraient sinon pas, à savoir l'obligation de s'abstenir d'utiliser cette parcelle, car cela reviendrait à limiter leur liberté de façon contingente. Seule une volonté omnilatérale, c'est-à-dire une volonté obligeant tout individu, donc collective et universelle, ainsi que toute puissante, laquelle ne peut se trouver que dans un état civil, peut fournir une garantie de réciprocité et générer des droits de propriété ou territoriaux exclusifs. Mais Kant précise aussi que dans la mesure où les droits de propriété sont nécessaires à l'exercice de la liberté, il doit être possible d'avoir des droits provisoires avant d'entrer dans un état civil. Les agents doivent être autorisés à agir comme s'ils avaient des droits véritables à des objets extérieurs, et donc ils doivent être autorisés à exclure les autres de l'usage de ces objets qu'ils ont été les premiers à prendre en leur possession, à condition cependant que leur possession extérieure, nous dit-il, s'accorde avec la possibilité de l'état civil.
Kant n'est pas très explicite sur la façon dont il faut comprendre l'accord d'une possession extérieure à la possibilité de l'état civil, mais dans la mesure où l'état civil incarne l'idée d'un contrat originaire, il semble raisonnable de dire que cet accord requiert la possibilité de consentement libre par des êtres rationnels et que tel consentement n'est possible que si le système de propriété ne les empêche pas d'acquérir les ressources nécessaires à les maintenir en vie. Donc on retrouverait quelque chose d'analogue à la clause lockéenne de laisser suffisamment et en aussi bonne qualité pour les autres. Ce qui est clair, cependant, c'est que Kant insiste sur le caractère mondial du champ de justification. Pour ce qui a trait au droit de propriété, il nous dit « quand bien même ce problème serait résolu par le contrat originaire, l'acquisition, sauf à ce que ce contrat s'étende à toute l'espèce humaine, resterait en tout cas toujours simplement provisoire. » Il évoque une idée similaire quand il parle de droits territoriaux, puisqu'il nous dit « dans la mesure où l'état de nature des peuples, tout comme celui des individus, est un état d'où l'on doit sortir pour entrer dans un état légal, tout droit des peuples, ainsi que tout mien et tien extérieur susceptible d'être acquis ou conservé par la guerre, sont, avant cet événement, simplement provisoires. » En d'autres termes, il n'y aurait pas de droit de propriété, ni de droits territoriaux péremptoires ou définitifs, aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'état civil mondial. Et si cet état civil mondial est irréalisable, alors les droits de propriété, les droits territoriaux sont aussi condamnés à rester toujours provisoires. Alors je vais passer maintenant à un troisième argument qui pourrait être développé en faveur d'une non-restitution de territoire qui a injustement été pris dans le passé. Et cet argument est en termes de priorité de la force sur le droit et sur la justice. Et c'est un argument qu'on retrouve aussi dans la pensée politique kantienne. Alors, contrairement à ce qui peut sembler, cet argument en termes de priorité de la force sur le droit et sur la justice ne renvoie pas à l'idée réaliste selon laquelle la justice n'aurait pas sa place dans le contexte des relations internationales et que ce qui importerait, ce serait l'ordre international, quand bien même cet ordre ne serait que le pur reflet de rapports de force. Non, cet argument soutient plutôt que non seulement la force précède historiquement le droit, mais aussi que la force en est la condition de possibilité et que le droit est lui-même la condition de possibilité de tout progrès en termes de justice. Donc la première idée, la première étape de cet argument, donc il n'y aurait pas de droit sans force. Il n'y aurait pas de droit sans force, pourquoi ? Parce que l'établissement d'un gouvernement étatique dépend de l'existence d'une force assez forte pour unifier les volontés particulières en une volonté commune et pour commencer un état de droit. Comme le dit Kant, il ne faut pas compter pour commencer un état de droit sur autre chose que la violence, et c'est sur la contrainte de cette dernière que se fondera ensuite le droit public. C'est pourquoi, nous dit Kant, l'origine du pouvoir suprême législatif est inexplorable par ces sujets. Les sujets doivent obéir au pouvoir en place, quelle qu'en soit l'origine. Il est futile d'invoquer l'origine violente de l'État pour le délégitimer, parce que la violence, nous dit Kant, est à l'origine de tous les États. Quelles sont les implications pour les droits territoriaux ? Eh bien, l'implication est que la dépossession forcée d'un territoire ne peut, en tant que telle, justifier un refus d'obéir au nouveau pouvoir en place, aussi longtemps que ce pouvoir en place parvient à établir un état de droit. Donc la première étape de cet argument consiste à dire qu'il n'y a pas de droit sans force. La deuxième étape de l'argument consiste à dire qu'il n'y a pas de justice sans droit. Il n'y a pas de justice sans droit. Les sujets doivent aussi obéir au pouvoir en place, quel que soit son degré de conformité aux exigences de la justice ou à l'idée du contrat originaire. Alors le contrat originaire n'est pas chez Kant un acte historique qui devrait précéder l'institution d'un État, comme chez Locke, où la légitimité de l'État est fonction du consentement réel, qu'il soit exprès ou tacite, de ses membres. Mais chez Kant,
le contrat originaire est une idée de la raison que tout législateur doit prendre comme point de vue lorsqu'il élabore ses lois. Un État injuste est préférable à une révolution car au moins il établit un État de droit, c'est-à-dire un certain degré de structure légale et donc de sécurité et d'ordre. Et de cette façon, il permet également le progrès de la justice, alors qu'une révolution anéantirait à la fois l'état de droit et tout progrès en termes de justice. Pour Kant, le progrès de la justice ne peut avoir lieu que par une républicanisation de l'état de droit, c'est-à-dire par des réformes pacifiques et graduelles qui visent à protéger la liberté, l'égalité et l'indépendance de ses membres individuels. Mais ici aussi, Kant réaffirme l'idée que la force est la condition de possibilité de l'état de droit, puisqu'il ajoute que si une révolution a lieu, acte qu'il qualifie pourtant de tort le plus extrême, et si cette révolution réussit, eh bien les sujets sont tenus d'obéir à l'autorité qui est nouvellement détentrice du pouvoir. Encore une fois, les sujets ne peuvent invoquer l'origine injuste ou violente de l'État pour refuser d'obéir. Je cite ici Kant, « Quand une révolution a réussi et qu'une nouvelle constitution est fondée, le caractère anti-juridique de son commencement et de sa mise en œuvre ne peut dispenser les sujets de l'obligation de se soumettre au nouvel ordre des choses comme de bons citoyens, et ils ne peuvent se refuser à obéir loyalement à cette autorité qui maintenant détient le pouvoir. » Alors, quelles implications pour les droits territoriaux ? Eh bien, une implication est que le gouvernement injuste d'une puissance conquérante étrangère ne peut, en tant que tel, justifier un refus de lui obéir aussi longtemps qu'il parvient à établir un état de droit. Dans ce cas de figure, donc selon ce troisième argument, s'il n'y a plus de devoir de restitution, ou plus précisément, s'il n'y a pas de droit de récupérer par la force un territoire qui nous a injustement été pris, c'est parce que cela mettrait en péril l'état de droit et de ce fait aussi tout progrès en termes de justice. La justice peut autoriser, voire même exiger, la non-réparation d'injustices passées, et ce, au nom de la justice. Les droits de propriété, les droits territoriaux ne peuvent être péremptoires ou définitifs sans état de droit, interne et interétatique, car l'état de droit est la condition de possibilité de la réalisation de l'idée du contrat originaire et donc la condition de possibilité de tout progrès en termes de justice. Mais une nuance est à apporter, donc il y a quand même un point à souligner ici dans ce dernier argument kantien. La justice ne peut pas autoriser la commission d'injustice ou l'usage de la force afin de fonder un état de droit juste. Une colonisation ou une révolution reste interdite, car on ne peut inaugurer par la force la fondation d'un état de droit ou l'établissement d'un régime républicain. C'est l'idée que la fin ne justifie pas les moyens. La justice peut seulement autoriser l'ajournement de l'application de certaines lois morales en fonction des circonstances. La justice peut autoriser la persistance d'un état de droit injuste jusqu'au moment où les circonstances sont favorables à des réformes, car un état de droit injuste vaut mieux que pas d'état de droit du tout. Et la justice peut aussi autoriser le report de la restitution de la liberté politique après acquisition d'un état par un autre. L'interdiction, nous dit Kant, porte sur le mode d'acquisition dans le futur et la permission, elle, vaut pour l'état présent de possession. Donc je vais à présent conclure rapidement donc, les différents points que j'ai essayé de faire. Donc le premier point donc, à retenir est que l'injustice causée par une dépossession forcée de territoire ne se confond pas avec l'injustice causée par l'imposition de relations politiques de domination ou de subordination. L'injustice causée par la colonisation, par exemple, revêt un élément territorial en plus d'un élément politique. J'ai ensuite examiné 3 façons de justifier la non-réparation de cette injustice, et plus précisément la non-restitution d'un territoire injustement pris. Le premier argument met l'accent sur l'idée que la relation entre le possesseur initial et le territoire en question peut changer.
et la restitution de territoire pourrait perturber les projets de vie ou les attentes légitimes des nouveaux occupants. Selon le second argument, les circonstances peuvent avoir changé et la restitution du territoire pourrait porter atteinte aux intérêts fondamentaux de ceux qui s'en trouveraient exclus en leur niant un accès équitable aux ressources naturelles. Et le troisième argument met l'accent sur l'idée que le pouvoir suprême législatif peut changer et que la restitution d'un territoire pourrait menacer l'état de droit et de ce fait la justice. Alors ces trois types d'arguments pointent vers le caractère provisoire des droits territoriaux, même si, contrairement à d'autres arguments, ils reconnaissent le caractère injuste d'une dépossession forcée de territoire. Ils peuvent aussi, dans certains cas, du moins, plaider en faveur d'une réparation autre qu'une restitution de territoire, comme par exemple des compensations ou des excuses publiques. Voilà. Merci.